d'être là. Je dois dire que moi, je suis pas une habituée de Sherbrooke, là, mais je pense que je suis déjà venue ici pendant mon parcours universitaire pour un colloque, le seul colloque auquel j'ai participé. Ben c'est ça, je voulais parler de création littéraire parce qu'on m'a dit que c'est un cours de création. Mais je me demandais ici qui avait lu Maquillée ou comme un de mes livres, juste pour comme savoir si je devais plus expliquer ma démarche. Ouais, OK, c'est bon. OK, ben, là, je vais vous parler comme en tant que collègue, dans le fond, parce que je considère que vous êtes aussi probablement des auteurs et des autrices. Puis, je parle de mon parcours universitaire parce que ça a quand même influencé ma façon d'écrire. Moi, j'ai fait un bac à McGill en littérature française. Après, j'ai passé 2 ans, j'ai enseigné l'anglais en Asie, à Taipei. Puis quand je suis revenue, je travaillais dans les bars. Puis ensuite, j'ai fait une maîtrise en création littéraire à l'UQAM. Puis j'ai fait une seconde maîtrise en traduction à Concordia. Fait que j'ai vraiment passé d'une institution à une autre. Puis ça, c'est quand même important dans ma façon d'envisager la littérature. Parce que, ben, je sais pas, est-ce que vous êtes tous de Sherbrooke ou avez-vous comme eu l'occasion d'aller dans d'autres institutions, mettons, d'autres universités? Non? Parce que la manière qu'on a d'enseigner la littérature, ne serait-ce que comme le choix des œuvres qu'on vous enseigne, ça va vraiment être différent d'une université à une autre. Puis moi, ça m'a marqué parce que c'est à travers ce changement-là d'université que j'ai vu que comme, OK, la littérature qu'on enseigne, on l'enseigne d'une façon super subjective, tu sais, puis on va pas l'enseigner de la même façon, dépendamment de où on est. Puis ça, je peux vous donner des exemples concrets. À McGill, par exemple, tout mon enseignement là, au bac, moi, c'était hyper, hyper traditionnel puis ancré dans la littérature française de France. Donc, tous les écrivains puis les écrivaines que je lisais, ou en majorité, c'était des écrivains français. Bien sûr, j'ai lu des livres québécois, mais dans le cadre de très précis d'études québécoises. Après ça, à l'UQAM, là, les auteurs qu'on enseigne, c'est beaucoup plus des autrices puis des auteurs québécois. Puis il y a aussi comme une ouverture, par exemple, j'ai eu des cours de féminisme, ce que j'avais pas du tout eu à McGill. Puis ben, ça continue comme ça. Là, Concordia, c'est un peu différent parce que j'ai étudié la traduction. Mais c'est juste pour dire que, je connais pas c'est quoi le point de vue de l'Université Sherbrooke, puis c'est quoi les œuvres qu'on vous enseigne. Mais si vous changez d'université, ça va changer. Fait qu'il faut pas prendre ça comme un absolu. Donc, ça, c'est la littérature, puis c'est ça qui a de la valeur. Je veux dire, je suis une invitée en ce moment à Sherbrooke, mais peut-être que genre, là, je dis n'importe quoi, mais l'université McGill ne m'inviterait pas. Mais c'est pas vrai, là. J'ai déjà été invitée à McGill, mais c'est juste pour dire que comme ils ont toutes des visions différentes. Puis moi, en tant autrice, pardon, je suis très, très, très influencée par la littérature américaine. Puis ça, je voulais le dire parce que, c'est le Centre Anne Hébert qui m'invite. Puis, je veux dire, c'est sûr que je suis dans la filiation de la littérature québécoise. Puis, c'est une grande famille, mais je m'identifie pas tant que ça à la littérature québécoise. Mais en tout cas, mes influences sont pas nécessairement québécoises. Puis dans ma vie, comme j'ai eu beaucoup d'amis anglophones, puis même beaucoup d'amants anglophones, ça fait que j'ai été comme en contact avec la culture anglophone, les livres anglophones, les auteurs anglophones de Montréal. Fait que j'ai été autant active sur la scène anglophone que la scène francophone. Puis j'ai été libraire aussi 3 ans dans une librairie anglophone. Donc ça l'a énormément nourri mon œuvre, plus que mon bac et ma maîtrise en littérature. Et que ça aussi, je voulais le dire parce que, pour ceux qui aspirent à écrire, des fois, les expériences qui sont formatrices, ben, elles se trouvent en dehors de l'université aussi. Voilà. Puis là, la raison pourquoi je parlais de ça, c'est que Maquillée, c'est vraiment comme une œuvre hybride. Là, on l'a dit dans la présentation, mais ça a gagné le prix des libraires du Québec catégorie essai. Mais j'ai rencontré avant-hier des gens qui étaient sur le jury du prix des libraires, puis apparemment que
ils savaient pas dans quelle catégorie le mettre, le livre. Ils étaient comme, est-ce qu'on le met dans la catégorie des romans ou est-ce qu'on le met dans la catégorie des essais? Parce que c'est un livre qui a quand même un fil narratif, il y a un récit, ça parle de ma vie, ça parle de moi, mais en même temps, ça parle de maquillage, puis c'est un livre intellectuel, ça parle de théorie aussi. Fait que c'est un genre littéraire qui est comme à cheval entre l'essai puis l'autobiographie, disons. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, beaucoup en littérature américaine, mais je dirais qu'on le voit peut-être moins ici au Québec. Sauf que de plus en plus, là, je ne sais pas quel livre vous avez lu. Est-ce que vous connaissez Désormais ma demeure de Nicolas Dawson? Non? Oui. Publié récemment aux éditions Triptyque, ou même le livre qui a gagné le Renaudot, là, je ne l'ai pas lu, mais Les villes de papier, j'ai comme l'intuition que c'est aussi à cheval entre comme le récit puis l'essai de Dominique Fortier. Donc, il y a de plus en plus de livres comme ça qui apparaissent, mais ça, c'est une catégorie littéraire qu'on voit vraiment beaucoup aux États-Unis. Puis moi, quand j'étais libraire, on classait les livres, puis les étiquettes qu'on mettait, c'était comme, OK, il y a la section fiction, puis il y a la section non-fiction. Puis non-fiction, c'est vraiment large. Tout ce que ça dit, c'est que le texte, il est pas ancré dans la fiction. Mais ça peut être de l'autobiographie, ça peut être de l'essai autobiographique, ça peut être de la poésie mélangée à du récit. Tu sais, c'est vraiment une étiquette qui donne une liberté à la personne qui écrit parce qu'on n'est pas vraiment... C'est vague, c'est flou. Donc, moi, c'est quelque chose que quand j'étais libraire, c'est ce genre de livre-là qui m'attirait, puis c'est ce genre de livre-là que je lisais, puis c'est ce genre de livre-là que j'ai écrit en écrivant maquillée. C'est ça. Puis, c'est ça, je trouvais ça important de dire ça, là, parce que moi, j'avais pas conscience de ça au bac, quand je faisais mon bac en littérature, euh, que chaque tradition littéraire est très, très différente, puis même les mots qu'on emploie pour définir des œuvres vont différer. Même les genres littéraires ne sont pas les mêmes. Par exemple, je pense aussi à la poésie. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent les éditions de l'Écrou? Oui. OK, bien, vous savez peut-être, probablement, que les éditions de l'Écrou, c'est une maison d'édition qui vient de fermer boutique, là. J'étais au Quai des Brumes à Montréal avant-hier, je pense. Il y avait comme une lecture, puis c'est la dernière lecture de cette maison d'édition-là. Mais c'est une poésie qui a quand même changé un peu le paysage littéraire québécois parce que c'est très narratif. Tu sais, ça s'inspire beaucoup du spoken word américain, donc même le slam, où tu as vraiment un message. Puis c'est comme si tu lis un poème, mais tu as l'impression d'entendre une histoire avec un début, un dénouement, puis une fin. Puis ça, c'est quelque chose qui est très présent aux États-Unis, mais qui est moins présent ici. Je dirais que la poésie québécoise, pour moi, en tout cas quand j'étais au bac, c'était très lyrique. On était plus dans un jeu avec les mots, la forme, les effets de style. Donc, il y a toutes sortes de façons d'envisager la littérature, puis des fois, c'est des différences culturelles. Puis le modèle de l'Écrou, justement, c'est une maison d'édition qui était basée sur un modèle éditorial américain. Donc, eux, ils s'inspiraient d'une maison d'édition aux États-Unis. Fait que c'est pas pour rien que moi, je trouve qu'il y a des affinités avec des poètes anglais américains que j'ai lus. Là, je vous dis ça comme ça, mais c'est juste pour dire que c'est pas que moi, je préfère le narratif au lyrisme. J'ai pas de préférence. En littérature, il n'y a rien qui est bon ou mauvais. Vraiment, quand on écrit, l'important, c'est de savoir qu'est-ce que nous, on aime. Puis ça prend quand même... il faut se laisser guider par ses goûts puis son instinct. Puis je pense qu'on n'apprend pas souvent ça à l'université. Parce qu'à l'université, on nous impose des lectures. Alors, quand vous allez, je veux dire, plus vous avancez dans votre parcours d'écrivain ou d'écrivaine, plus c'est important de s'écouter. Puis savoir s'écarter ou aimer ce que vous avez déjà appris, toutes les œuvres qui sont institutionnalisées puis qui ont déjà l'approbation de l'université. Bien, il faut être capable de, oui, les aimer si vous les aimez, mais aussi de se dire comme c'est correct si vous n'aimez pas ça. Puis c'est correct si vous voulez aller voir ailleurs. Puis là, l'autre chose que j'allais dire, mais c'est un peu intense ce que je vous dis, mais
l'idée pour moi dans l'écriture, c'est pas nécessairement d'être dans une modalité de reproduction, tu sais, de reproduire ce qu'on vous a enseigné. On faut pas reproduire ce qu'on pense que les gens veulent qu'on dise ou qu'on écrive. Il faut vraiment aller, tu sais, trouver ce que nous, on veut dire. Puis je pense que ça, c'est comme un travail super dur. Ça a l'air simple, mais c'est comme la chose la plus compliquée, surtout quand on a un background académique, quand on a étudié la littérature. C'est riche d'étudier la littérature, de connaître son histoire littéraire, d'avoir les bases, mais après ça, il y a un travail de désapprentissage, puis il faut être capable de s'éloigner un peu de ça. Puis le but d'un écrivain, en tout cas mon but à moi, là, c'est d'atteindre une forme de liberté, qui est de me libérer en fait des contraintes comme que moi je me mets à l'intérieur de ma tête. Des fois, c'est des trucs inconscients. Comme quand j'étais au bac, puis même dans mes cours de création littéraire, j'étais toujours après me dire que je n'étais pas une écrivaine parce que j'arrivais pas à écrire ce qu'on me disait qu'il fallait que j'écrive. Tu sais, j'écrivais des textes qui n'avaient pas de personnages, pas d'intrigue, je parlais tout le temps au jeu. Le but, là, c'est justement de dire que toutes ces injonctions-là, ils n'ont pas rapport. OK? C'est vous décidez ce que vous faites, puis on s'en fout de ces règles-là. Le but, c'est pas non plus de faire tout le contraire de ce qu'on vous apprend puis ce que vous avez appris. Être libre, ça peut vouloir dire écrire un roman classique avec un début, un milieu, une fin, des personnages, des points à la fin des phrases. Mais vous êtes libre de choisir ça, comme vous êtes libre de ne pas choisir ça. Ça, c'est comme mon message le plus important. Évidemment, il y a des contraintes matérielles qui vont se poser si jamais vous choisissez d'écrire. Puis je pense que ça, c'est comme les contraintes les plus dures. Pour écrire, ça prend de l'argent, puis ça prend du temps. Puis c'est pas facile de trouver ces deux choses-là. Puis ça je veux dire, c'est le combat des écrivains puis des artistes depuis des centaines d'années, là. Fait que bonne chance là-dedans. Mais tu sais, c'est vraiment, il faut se dédier là, quand on écrit. Puis je pense que c'est très dur parce que ça amène aussi une sorte d'instabilité, l'écriture. Parce que oui, on peut recevoir des bourses du Conseil des arts, on peut recevoir un 30 000 pour écrire un livre, mais au bout du 30 000 qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, on ne sait pas plus. Fait qu'il y a comme, il faut être capable de jongler avec le stress puis l'insécurité financière. Ben là, comme vous n'avez pas vraiment lu Maquiller, je pense que je suis obligée d'en parler un petit peu. Ce que j'ai fait avec ce livre-là, c'est que moi, je suis une personne qui se maquille beaucoup depuis vraiment longtemps. Puis, je veux dire, le maquillage en tant que tel, c'est un sujet qu'on trouve un petit peu frivole, superficiel, puis pas digne d'intérêt. Puis quand j'étais aux études, là, dans mes dernières années de maîtrise, ma technique de procrastination préférée, c'était d'aller sur YouTube puis de regarder des tutoriels maquillage. Puis je me suis vraiment laissée aspirer par ça. Je passais des heures devant mon écran. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait toute une communauté d'influenceurs sur les médias sociaux par rapport au maquillage, puis que tous les rouages de cette économie-là étaient super intéressants à analyser d'un point de vue sociologique, économique, au niveau des dynamiques de genre. Puis j'essayais de trouver des textes qui parlaient de ça, puis je trouvais rien. Puis pourtant, ce sont des gens qui sont vraiment, tu sais, qui ont un impact culturel vraiment important, tu sais, des gens qui sont suivis par des millions d'abonnés sur YouTube, par exemple, ou même si on peut penser comme à Kylie Jenner des Kardashians, elle a quand même bâti sa fortune en vendant des rouges à lèvres. Fait que c'est un objet culturel que je trouvais vraiment, tu sais, riche, intéressant, mais à chaque fois qu'on en parle, on en parle tout le temps pour soit vendre un produit ou de façon désobligeante. Alors, mon projet à moi, c'était juste d'écrire sur le maquillage, mais d'une façon sérieuse, puis en mettant ça en rapport avec ma vie à moi. Donc, j'ai parlé de la société dans laquelle je vis, j'ai parlé de ma vie, de mes peines d'amour, mais toujours à travers le maquillage. Fait que ça, c'est l'idée derrière Maquiller. Puis ce que ça fait aussi, c'est qu'on peut dire que oui, c'est un livre féministe, effectivement, mais j'ai pas nécessairement écrit ça non plus dans une visée féministe. Tu sais, je pense que c'est arrivé, c'est un peu comme
par la bande ou par défaut. Mais ce que ça fait aussi, le fait de mélanger ma vie, tu sais, je parle de mes peines d'amour, je parle que je me suis inscrite sur un site de Sugar Daddy, que j'ai couché avec des hommes plus vieux que moi pour de l'argent, comment je me maquille quand quand je suis toute seule chez moi dans mon lit puis que je sors pas, ou comment je me maquille quand je vais vendre mon corps, entre guillemets. Tu sais, je parle vraiment de moi, je me mets à nu, entre guillemets, puis je parle aussi de toutes sortes de philosophes que moi j'ai lus qui m'influencent dans ma pensée. Puis le fait de mêler ma vie à la théorie, c'est aussi une démarche féministe, puis une démarche qui est en littérature qui n'est pas nouvelle. Okay? C'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. Puis on peut, dans les dernières années, là, il y a des gens qui ont employé le mot autothéorie pour parler de cette façon d'écrire-là, dont l'écrivaine américaine Maggie Nelson. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, elle a été traduite en français au Québec, puis publiée chez Triptyque, là, son livre Les Argonautes. Si jamais, si vous aimez maquiller, peut-être vous allez aimer ce livre-là. Puis, dans le fond, l'autothéorie, ça sert aussi à se défaire de plusieurs oppositions patriarcales dont on a hérité. Par exemple, l'opposition entre corps et esprit. Tu sais, vous avez sûrement des cours de philo au cégep là, qui parlent d'écart, puis il a fait comme une séparation entre le corps et l'esprit. Mais en fait, c'est de dire aussi, tu sais, comme quand on pense, quand on crée, quand on a des connaissances, les connaissances puis la pensée, ça passe toujours par le corps, ça passe toujours par des expériences qui sont vécues puis incarnées. Fait qu'il n'y en a pas de division entre le corps et l'esprit. Donc, d'écrire un livre qui est intellectuel, un essai qui parle puis qui pense à partir de la vie, c'est une façon de dire il n'y a pas de division entre le corps et l'esprit. Il n'y a pas de division non plus entre l'art et la vie. Souvent, on entend dire du monde, surtout dans les dernières années avec le mouvement MeToo, il faut séparer l'œuvre de l'homme. Mais on ne crée jamais à partir de rien. On crée à partir de notre vécu. On crée à partir de notre expérience personnelle à nous, de notre enfance, de notre genre. Moi, mon expérience est unique. J'ai une sœur jumelle, j'ai la peau blanche, je suis bisexuelle. Toutes ces choses-là vont influencer ma façon d'écrire. Donc, c'est ça. C'est aussi un discours politique d'écrire un livre qui est hybride. Historiquement, moi, en fait, quand j'étais plus jeune, là, je me rappelle au moment où Nelly Arcan avait beaucoup de presse dans les médias, on disait aussi que, tu sais, on parlait souvent d'autofiction, puis c'était connoté négativement. On parlait des œuvres qui étaient autobiographiques comme des œuvres qui étaient narcissiques ou bien superficielles, puis à cause de ça, on disait qu'elles n'avaient pas vraiment de valeur intellectuelle. Surtout quand la personne qui écrivait, c'était une femme ou bien une personne de couleur. Donc, ce discours-là a dévalorisé longtemps la parole des gens qui sont comme plus en marge. Puis, on dit aussi dans l'histoire littéraire, tu sais, souvent on emploie les titres ou les genres, la littérature intime ou la littérature personnelle pour qualifier l'écriture des femmes, alors que souvent, il y a des hommes qui vont écrire sur leur vie, puis jamais on va utiliser ces étiquettes-là. Puis parce que c'est associé aux femmes, ces genres littéraires-là se trouvent souvent dévalués. Fait que ça, c'est toutes des choses à garder en tête quand on est devant un livre qui a une démarche autothéorique. Donc, un mélange entre le récit de vie puis l'essai intellectuel. Puis, si vous voulez, je suis en train de lire un super bon essai sur l'autothéorie, justement, qui vient de paraître aux presses de l'université MIT Press. Puis, j'ai comme traduit dans un traducteur sur Internet. Là. C'est pas moi que je suis tellement paresseuse. J'ai juste mis la définition de l'autothéorie dans un traducteur robot. Puis, je vais vous la lire. Donc, l'impulsion, l'autothéorie comprend le désir de théoriser et de philosopher de manière critique du point de vue de quelqu'un qui est clairement subjectif et incarné, de traiter les expériences vécues en tant que théoricien ou philosophe de quelque sorte. Donc voilà, ça c'est une définition de l'autothéorie.
Puis ce qui m'intéresse là-dedans aussi, c'est le point de vue subjectif. Je pense que dans mon livre, c'est très clair que je ne parle pas pour tout le monde. Je parle à partir d'un point de vue qui est très, très précis, le mien. Puis que si une autre femme ou un homme ou n'importe qui voulait écrire un livre sur le maquillage, ça donnerait autre chose. Puis c'est bien comme ça. Je veux dire, quand le point de vue qui est exprimé dans Maquiller, c'est un point de vue qui est subjectif et personnel, qui n'est pas en train de dire genre, voilà, c'est ça le maquillage. C'est vraiment de penser à partir de ma vie à moi. Puis ça, je pense que c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez ce genre de discussion-là dans vos cours, mais surtout comme dans les études féministes, okay, pendant longtemps, quand les penseurs, les grands penseurs pensaient, c'était des hommes blancs, puis eux, ils prétendaient que, bon, ce que je dis, ce que je pense, ça a une valeur universelle. Donc, ça peut s'appliquer à tout le monde. Puis là, après ça, il y a eu le mouvement féministe qui a dit, ben les femmes aussi, ils peuvent s'universaliser. Donc, quand une femme parle, même si elle raconte, par exemple, parce que les femmes étaient confinées à la maison, même si elle raconte ses tâches ménagères, elle aussi, elle a le droit de parler pour plus qu'une personne qu'elle. C'est universel. Puis là, il y a un autre discours dans les dernières années qui est décolonial, qui dit non, 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 non. Il n'y a personne qui est universel. Mon expérience à moi, oui, si vous lisez mon livre, ça se peut que vous vous reconnaissiez, ça se peut que je parle un peu pour vous, ça se peut que d'autres s'identifient à mon expérience, mais jamais mon expérience va être universelle. Chaque personne est subjective, puis chaque personne vient avec un bagage, une condition très, très spécifique, que ce soit au niveau de la classe économique auquel on appartient, notre genre, la couleur de notre peau, tout ça va venir influencer notre façon d'écrire sur le réel, sur la manière dont j'ai de percevoir le monde. Voilà. C'est sûr que là, ça peut avoir l'air un petit peu flou là, pour ceux qui n'ont pas lu mon livre, mais si on parle plus concrètement comme de ma manière d'écrire, moi, à la base, je suis une poète. Fait que j'écris souvent, tu sais, à chaud, j'ai des grosses émotions, je suis en peine d'amour, puis je vais écrire. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai écrit Maquiller. J'ai jamais fait, tu sais, je veux dire, oui, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup de livres, puis j'en lisais pendant que j'écrivais, mais quand j'écris, moi, je ne fais pas de plan. J'écris comme si je me confrontais à l'inconnu. Donc, je plonge dans un texte sans préparation. Ben, oui, avec de la préparation, mais vraiment sans savoir ce qui va sortir. Puis ça fait que la réflexion que je vous propose dans mon livre, dans Maquiller, tout ce qui est intellectuel, tous les liens que je fais, ils n'arrivent pas en amont de l'écriture. Je ne les fais pas avant d'écrire. Ils se passent pendant l'écriture. Donc, c'est l'écriture qui fait en sorte que je suis capable de penser. Puis c'est pas le contraire. Donc, c'est pas la pensée qui fait que je suis capable d'écrire. Puis ça aussi, c'est la même chose pour la vie. Okay? C'est dans mon livre, je raconte pas la vie de façon comme a posteriori, genre, mettons, il m'est arrivé telle affaire, je vais l'écrire. Je suis littéralement dans mon lit, je suis en train d'écrire qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie. Donc, c'est vraiment in media res, j'ai pas de distance, je suis en train d'écrire et de vivre en même temps, puis ce que je vis, je l'écris, puis ce que j'écris, je le vis. Fait que ça fait partie de ma démarche. Puis je pense que pour moi, c'est quand même important parce que pour moi, l'écriture, c'est une façon de se confronter à l'inconnu. Puis c'est ça qui peut faire peur parce que je pense que la page blanche, ça existe plus ou moins. On a tout le temps plein de choses à dire parce qu'on est toujours dans un monde qui évolue constamment. Fait qu'il y a toujours des choses qui nous arrivent qu'on peut écrire sur plein de choses. Donc, c'est pas un manque de choses à dire. C'est plus que c'est vraiment confrontant, puis ça fait vraiment peur de se placer devant un document Word en sachant que tout est possible. Puis on sait juste pas qu'est-ce qui va arriver. Puis là, c'est un peu mystique, mais pour moi, tu sais, l'inconnu suprême dans le monde, c'est la mort. Tu sais, il n'y a personne qui peut savoir comment c'est mourir, mais c'est aussi quelque chose qui est inévitable. Tu sais, on va tous mourir, puis il va tous falloir s'abandonner à cet inconnu-là à un moment ou à un autre dans notre vie.
Alors pour moi, écrire, vraiment la pratique de l'écriture, c'est un peu comme se pratiquer à mourir, mais d'une belle façon, tu sais. Fait que pour moi, les écrivains, en tout cas certains écrivains peut-être, ils sont quand même dans un rapport avec la mort quand ils écrivent ou quand elles écrivent. Je me disais que je pouvais comme lire genre le début de mon livre, puis vous montrer juste un petit peu comment tu sais, là, je vous dis, j'écris, je fais pas de plan, mais comment j'arrive à quand même tisser une continuité ou un fil conducteur dans mon écriture pour pas qu'on ait l'impression que je saute du coq à l'âne puis que j'écris n'importe quoi. Puis si je lis, mettons, la première page de mon livre, vous allez voir, c'est un peu comme flou, puis c'est beaucoup d'images, un petit peu comme poétique, puis ça parle pas pantoute de maquillage. Mais je vais juste vous lire pour que vous compreniez qu'est-ce que je fais. OK. Shmoney. La pop star anarchiste a eu un bébé avec le fils du milliardaire. C'est un mouton gris-vert de cash et de gun. C'est la preuve, pour ceux et celles qui en avaient besoin, qu'elle pensait pas vraiment ce qu'elle disait. Je pense souvent aux bébés qu'ont eu la pop star et le riche héritier. Je pense au mouton gris-vert de cash et de gun, à cette couleur où richesse et violence, fibres indémêlables d'un même tissu, s'entrecroisent. J'essaie de comprendre la couleur, de mettre en mots sa confusion. Le mouton est trouble comme de l'eau sale, il est opaque et ça lui sert. C'est qu'il voudrait masquer sa vérité banale. Il n'y a pas de cash sans gun. Bon, ça, c'est le premier paragraphe. Donc, c'est un peu critique, mais là, on voit qu'il y a comme un bébé de cash et de gun. Tu sais, une image poétique. Puis il y a aussi le premier mot du livre, c'est Shmoney. Puis Shmoney, c'est le nom d'un fard à paupières. Que je regardais sur Internet une fille parler de maquillage, puis là, à un moment donné, elle avait un fard à paupières vert, puis elle était comme « Ah, Shmoney! » Puis j'ai trouvé ce nom-là vraiment intéressant, puis je trouvais que c'était comme un énigme. Fait que dès le début dans mon livre, j'ai comme deux images poétiques, le Shmoney puis le bébé de cash et de gun. Puis ces images-là, ils sont polysémiques, ils ont plusieurs sens. Comme le bébé, à un moment donné, c'est une image tirée d'un poème de Anne Boyer, mais je le fais correspondre, par exemple, au bébé de Grimes puis de Elon Musk. Vous savez de qui je parle. Puis Shmoney, c'est, tu sais, avec mes recherches, je me suis rendu compte que oui, c'est le nom d'un fard à paupières, mais c'est aussi un terme de slang afro-américain. C'est aussi lié à une chanson hip-hop. Donc, il y a vraiment plusieurs sens à ces deux choses-là. Puis ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je continue d'écrire, je vais piger dans ces images-là, ces deux images-là, puis je vais les développer sous un angle différent. Fait qu'on est toujours avec les mêmes images, mais on creuse toujours peut-être plus à droite ou à gauche ou plus profond. Puis ça fait en sorte qu'il y a quelque chose qui tient tous les petits les chapitres ensemble, qui fait qu'il y a comme une continuité dans mon écriture. Voilà, ça, c'est juste comme technique. Je voulais dire comme en conclusion là, par rapport au décloisonnement des genres, parce que c'est surtout ça dont je vous ai parlé aujourd'hui, tu sais, le fait que comme les genres littéraires, des fois, ça peut comme se mélanger, puis on peut les revoir, les réinterpréter, puis que dépendamment de où on est qu'on est genre dans une librairie anglophone ou francophone, ça change. Mais je pense que les genres littéraires, ça va être appelé de plus en plus à changer puis à se modifier au Québec. Je pense que c'est déjà en train d'arriver. Puis, tu sais, pour moi, c'est quand même logique parce que il y a quand même un décloisonnement des genres at large qui s'est opéré dans les dernières années ici. Tu sais, on parle de toutes sortes d'identités, les identités non-binaires, trans, fluides, hommes, femmes, etc. Puis c'est quelque chose, la pensée queer, qui va ratisser beaucoup plus large que la sexualité ou les genres sexuels. C'est quelque chose qui a à voir avec tout type de catégories. Donc, c'est présent aussi dans les catégories littéraires. Puis ça fait en sorte qu'on va lire de plus en plus de romans, de poèmes ou de poèmes-romans. Tu sais, des choses que peut-être qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas dit ça, c'est un roman, mais aujourd'hui, on va dire, ben oui, ça appartient au genre romanesque. Donc, je pense qu'il va y avoir du mouvement au niveau
des catégories aussi de comment on va parler de la littérature. Puis il y a même des maisons d'édition là, qui ont des catégories maintenant, catégories queer, etc., qui font plus de place au genre hybride. Puis là, je voulais aussi parler de Anne Hébert, parce que c'est le centre Anne Hébert qui m'invite aujourd'hui. Puis là, on m'a comme demandé de faire un lien entre ma pratique et Anne Hébert. Mais moi, Anne Hébert, je ne l'ai pas vraiment étudiée à l'université. J'avais lu Kamouraska quand j'étais au secondaire. J'avais vu la pièce Kamouraska. Puis ensuite, j'ai lu plusieurs de ses poèmes dans mes cours. Mais ce n'est pas une figure littéraire qui m'est très familière. Fait que je peux pas vraiment élaborer là-dessus. Mais je trouvais ça quand même intéressant dans la mesure où, en tant qu'autrice femme du Québec, souvent, je me fais demander d'exprimer ou de décrire mon rapport à d'autres autrices qui m'ont précédée, puis mon rapport de filiation. Fait que Daphné, dis-moi dans quelle mesure tu t'associes, je sais pas moi, à José Yvon ou bien je m'étais fait dire quelqu'un d'autre, Jeannette Bertrand, on m'a demandé ça. Puis tu sais, c'est juste parce que je trouve ça intéressant parce que c'est pas parce que je suis de genre féminin au Québec que esthétiquement, je me rapproche de ces pratiques-là parce que des fois, ces pratiques-là me sont malheureusement comme un peu méconnues ou inconnues. Est-ce que c'est parce que, tu sais, on n'enseigne pas assez de femmes écrivains au Québec? Je sais pas, mais ça pour dire que, comme, tu sais, c'est pas nécessairement des femmes auxquelles moi, je sens que j'ai une filiation parce que je les ai pas assez lues. Puis je peux vous donner un exemple concret, là. Quand mon premier livre est sorti, Beautiful, on m'a souvent ramené à José Yvon. On m'a même invité à faire comme une lecture hommage à José Yvon. Alors que moi, à l'époque où j'écrivais Beautiful, j'avais jamais lu José Yvon. Et c'est sûr que, tu sais, je l'ai découverte par après, je l'ai lue, je l'apprécie. J'ai même fondé une plateforme de publication en ligne qui s'appelle Féminicide, donc en hommage à un de ses recueils. Mais c'était quand même spécial de voir, tu sais, qu'on m'associait à elle alors que, je veux dire, je l'avais jamais lu. Mais je pense que là, maintenant que je l'ai lu, tu sais, je pense que je comprends parce que c'est une poète aussi qui était très, très influencée par les poètes américains. Puis, tu sais, moi aussi, dans le fond, j'ai vraiment lu beaucoup, beaucoup de poètes américains. Là, j'ai lu un peu sur Anne Hébert, évidemment. Je trouvais ça intéressant aussi parce que j'ai rencontré une poète, Alice Rivard, il y a 2 jours, qui me disait qu'elle devait, en fait, travailler sur la fiche Wikipédia de Anne Hébert pour l'enrichir, genre maintenant, parce que là, j'ai dit, ouais, je suis allée sur Wikipédia, puis je trouve que c'était pas très, très fourni comme information. Fait que ça, c'est un travail qui est important aussi, tu sais, de revaloriser ou d'étudier ces femmes-là, ça leur permet d'apparaître aussi, tu sais. Mais ce que j'ai lu sur elle, c'est que dans les années 50, elle est partie vivre à Paris alors qu'elle était dans la trentaine. Puis c'est ça, ça lui a permis un peu de s'émanciper puis de s'éloigner de sa famille qui avait l'air très, très présente dans sa vie. Puis de vraiment se consacrer à l'écriture. Puis moi, je pense que la distance puis la rupture, des fois, ça fait partie d'une vie d'écrivaine. Moi, par exemple, tu sais, je me suis vue là-dedans parce que moi-même, tu sais, ça fait quelques années, là, bien, plusieurs années, en fait, que j'ai coupé les ponts avec une grande partie de ma famille. Puis ça a été nécessaire pour moi pour me consacrer à l'écriture. Puis je retrouvais ça en elle. Puis ça me parle beaucoup. Il y a comme des sacrifices comme ça, des fois, qui sont comme nécessaires, dont on parle peut-être moins dans les cours littéraires, mais il faut, il faut s'émanciper, tu sais, comme ça revient à ce que je vous disais au début, tu sais, des fois, il y a comme une liberté qui est essentielle dans l'écriture. Ça peut passer par une liberté face aux contraintes qu'on nous a apprises à l'université, mais des fois, il faut s'émanciper aussi de sa famille ou de gens qui sont peut-être trop proches ou trop contrôlants.
Puis sinon, ben, je me suis dit, bon, c'est sûr que j'ai peut-être pas lu assez Anne Hébert, mais je pense que c'est aussi quelqu'un qui s'est illustré beaucoup à l'étranger, notamment en France. Elle a gagné plusieurs prix prestigieux. Puis je pense que je suis héritière d'Anne Hébert dans le sens où si je peux écrire aujourd'hui, parler, être prise au sérieux, invitée dans des salons du livre, publier en France, bien, c'est parce qu'il y a des femmes avant moi au Québec qui l'ont fait, mais qui se sont illustrées aussi, qui ont reçu des honneurs, puis qui ont pavé le chemin avant moi, tu sais, pour que moi, j'arrive, je vous parle.